Nous allons commencer. Je vais débuter par me présenter mon rôle aujourd'hui. Donc, je suis le monsieur loyal de cet événement. Je m'appelle Cédric Dalmasso, je suis enseignant-chercheur au Centre de gestion scientifique, qui est l'un des centres de recherche de l'École des Mines de Paris, dont j'assume la direction avec Sophie Auge, ici présente. Et mes travaux de recherche portent principalement sur la santé mentale au travail, mais pas uniquement. Et donc me revient la lourde tâche d'animer notre échange aujourd'hui. Donc organisé à la fois par la chaire FIT2, je laisserai Sophie présenter en quelques mots la chaire FIT2 et la bibliothèque. Je profite de l'occasion pour remercier le directeur et les personnels de la bibliothèque de nous accueillir dans ce cadre absolument magnifique. Ça fait 20 ans que je le vois et ça fait 20 ans que je ne m'en lasse pas. Et notre échange, du coup, a pour objet un livre que je vais vous montrer. Le Capital Senior, donc coécrit à la fois par Florence et Pierre-Emmanuel. Je vous présenterai dans un petit moment. Et on a la chance d'avoir Bruno Pavy qui apparaît dans l'ouvrage, de mémoire en page 32, j'espère que je ne dis pas de bêtises, pour discuter avec nous de cet ouvrage. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, je vais passer la parole à Sophie qui va vous présenter la chaire FIT2 et qui va également se présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis aussi un enseignant-chercheur en sciences de gestion. Pardon, plus près. On me dit plus près. Ah, effectivement, je m'entends en double maintenant. Du coup, donc, je travaille aussi sur des questions de management industriel et en particulier sur la façon dont on peut penser collectivement qu'est-ce qui fait l'intérêt de nos activités au travail. D'où le fait qu'avec Cédric, on partage déjà beaucoup de sujets de recherche communs. Mais surtout, en fait, c'est aussi ce qui nous a amené à accepter un grand défi qui nous a été proposé par Thierry Weil il y a maintenant plusieurs mois, de reprendre la chaire future de l'industrie et du travail, aussi appelée FIT2, parce qu'elle a un sous-titre qui est Formation, Innovation, Territoire. Chaire que donc Thierry Weil, ici présent, a créée en 2018, chaire de recherche de l'École des Mines de Paris, co-créée donc avec la fondation de l'École des Mines de Paris, qui vise principalement à comprendre c'est quoi aujourd'hui les enjeux autour de l'organisation du travail. Et le nom choisi par Thierry montre bien qu'il y a aussi les enjeux de ce travail en industrie, mais aussi ces enjeux des modalités de sa transformation, donc la formation, l'innovation organisationnelle en grande partie, mais aussi les formes d'innovation qui impactent le travail et son lien au territoire. Tout ça, c'est des objets de recherche denses dont l'actualité est extrêmement vive à la fois en France et à l'international. L'organisation du travail doit s'adapter, voire même dans certains cas se réinventer très très fortement pour répondre à la fois aux aspirations de ceux qui y travaillent. On va particulièrement en parler ce soir. Comment on les capte, comment on les rassemble. Est-ce que c'est des enjeux générationnels? Est-ce que c'est des enjeux situés? Donc ça, c'est des choses qui sont au cœur des travaux de la chaire. On va aussi, bien sûr, s'intéresser au rapport entre l'organisation du travail et la façon dont on discute de l'efficacité des collectifs et des organisations. C'est aussi les enjeux de comment le travail change aujourd'hui face à des mutations contemporaines importantes, qu'elles soient liées aux environnements numériques, qu'elles soient liées à l'environnement tout court, qu'elles soient liées aussi aux enjeux démographiques, on va en parler ce soir, mais aussi aux luttes contre les inégalités économiques, sociales, les enjeux de souveraineté qui reviennent très très fort dans les débats contemporains. Et donc la qualité du travail, c'est un objet de recherche, mais c'est avant tout un enjeu de cohésion, d'attractivité des entreprises qu'à l'École des Mines, nous sommes très fiers de regarder aussi dans d'autres termes que la compétitivité, mais vraiment de se poser la question de qu'est-ce qui fonde
la relation au travail des gens, comment on peut s'assurer d'un travail satisfaisant, soutenable, épanouissant. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un management respectueux des hommes, respectueux des acteurs, parties prenantes de l'activité industrielle, des nombreux interlocuteurs en fait, de l'entreprise, qui vont garantir la pérennisation d'un patrimoine commun que les différents acteurs seront fiers de contribuer à faire exister dans la durée, de transmettre. On va parler de transmission des compétences aussi ce soir. Donc voilà, que des choses qui sont au cœur aujourd'hui des activités de recherche de la chaire FIT 2 que Thierry donc a mis en place, commencé, a déjà énormément documenté depuis 2018 et donc avec Cédric, on a repris la direction de cette chaire en janvier dernier. Donc, les travaux dont on va parler ce soir sont nés dans le programme dirigé par Thierry. Il y a eu donc un premier travail qui avait été fait sur les jeunes. Si vous ne connaissez pas ce travail, je vous encourage donc à lire aussi cet ouvrage sur les jeunes des travailleurs comme les autres, qui est sorti il y a plusieurs années, écrit par Suzy Canivinck, et qui déjà dénonçait tout un tas de travers du fait de regarder toute une partie de la population des collaborateurs par uniquement leur âge, et du coup appelait à des formes de management plus originales, plus innovantes pour répondre à des enjeux contemporains autour de l'inclusivité, l'intégration des jeunes. Je pense là aussi des sujets dont on sera amené à discuter ce soir autour du capital senior. Je vous encourage tous à regarder le petit repère 23 qui est sorti aujourd'hui, et c'est pas un hasard, sur en finir avec le management intergénérationnel, dernière production de la chaire, qui pour nous clôture ce cycle justement autour des travaux à la fois sur les jeunes, les seniors et ces enjeux de management intergénérationnel. Tout ce travail ne serait pas possible sans des mécènes, et donc c'est la façon dont on travaille avec les chaires. Donc on a plusieurs mécènes et je suis très très contente en fait de vous expliquer qui ils sont, parce que ce sont aussi nos partenaires de recherche. On a l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, où les sujets dont on parle, vous comprenez bien que non seulement ils les connaissent très bien, mais ils sont des acteurs vraiment très intéressants pour challenger des chercheurs comme nous. On a la Fabrique de l'Industrie, qui est un partenaire historique aussi, et qui soutient, communique tout un tas aussi d'études sur les enjeux de compétitivité de l'industrie, et avec lesquels on collabore beaucoup sur comment nos études amènent des regards complémentaires, alternatifs sur les questions d'attractivité. On a le CETIM, le Centre des techniques des industries mécaniques aussi, donc là sur la formation, le développement des techniques pour les industries mécaniques. Et on a EDF et Safran au travers de leur direction RH et la façon dont ces deux grandes entreprises sont aujourd'hui des acteurs qui ont aussi tout un tas d'initiatives sur comment repenser, expérimenter des nouvelles formes de travail. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et je repasse la parole. Merci beaucoup Sophie. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc le capital senior, juste quelques éléments, deux sujets qui vous montrent l'actualité et que vous connaissez déjà. L'âge de la retraite, toujours d'actualité. Et à la suite du baby boom, on a un papy boom. Donc je donne juste un chiffre pour les 150 000 agents de la sécurité sociale. D'ici 2030, il y en a 50 000 qui feront valoir leur droit à la retraite. Ça vous donne un peu l'ampleur. Chacune de nos organisations sont confrontées aux mêmes enjeux, mais voilà, capital senior, faut-il en dire plus pour poser l'actualité et l'importance du sujet. Juste une anecdote, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Quand j'ai commencé il y a 20 ans ma carrière, c'était chez Renault, ma carrière de chercheur, il y avait une ligne d'emboutissage qui était bloquée. Les chefs n'étaient pas très contents, les ingénieurs ne savaient pas quoi faire. On est allé chercher un senior à la retraite qui était le seul à débloquer la ligne d'emboutissage. Ce n'est pas qu'une histoire qu'on se raconte, je l'ai vu. Il n'a pas été capable de nous expliquer comment, mais il a été capable de résoudre le problème. Alors, Florence, je dois te présenter donc plusieurs éléments, mais je vais être succinct. Tu as dirigé pendant plus de 20 ans des équipes multiculturelles en France et à l'international dans le secteur financier. Depuis maintenant quelques années, tu collabores avec la chaire FIT 2, en plus de tes activités de consultante RH.
Et c'est à toi qu'on doit cet ouvrage en tant que co-autrice. Donc je vais très rapidement te passer la parole et effectivement le repère également. Bruno, DRH, pendant de longues années, donc chez NGE. Alors NGE, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je suis certain que tout le monde le connaît, c'est le 4e groupe français de BTP. Et il a une particularité, ce groupe, c'est que chaque année, il recrute 40 000 personnes. 4 000, excusez-moi. C'est le côté marseillais, on a discuté, je viens du Sud, et voilà. 4 000 personnes. Un point qui nous... ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme, pardon. Un point qui nous réunit, c'est que tu as commencé ta carrière dans l'automobile et aujourd'hui, toujours en lien avec l'entreprise dont je viens de parler, tu lui donnes un nouveau souffle et sur cette question. Donc pour nous, c'était absolument essentiel de pouvoir discuter un peu de cet ouvrage. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est pour toi, Florence, pourquoi cet ouvrage et qu'est-ce qu'on doit en retenir? Et je vais te laisser prendre ton micro. Je vais te donner le mien. Tu vas filer le mien. Oui, on va essayer avec celui-là, ça sera peut-être plus simple. Alors, pourquoi cet ouvrage? Mais comme Sophie l'a indiqué, cet ouvrage, en fait, il fait un peu suite à l'ouvrage autour des jeunes. Il est arrivé au moment où on parlait de la réforme des retraites. Et en fait, il y a eu 2 volets. On a d'abord fait un premier papier qui s'appelait « Gestion de carrière des seniors, éclairage et pratiques d'entreprise ». Il se trouve que ça a suscité l'intérêt des mécènes de la chaire. Et donc, nous sommes partis avec mon collègue Pierre-Emmanuel Medioni sur le terrain pour essayer de comprendre quelles étaient les pistes retenues par les entreprises qui agissent vraiment, en rencontrant des dirigeants, des DRH, des experts, des chargés de recrutement, des psychologues, toutes sortes de gens pour essayer de comprendre cet écosystème de la fin de carrière. Et puis, nous avons organisé des ateliers d'écoute avec des seniors, avec des managers. Et d'ailleurs, je vois que certains d'entre eux sont dans la salle et je voulais les remercier d'être venus écouter la restitution de ces travaux que nous avons menés avec eux. Ce travail, en fait, nous a montré qu'en fait, en France, on a quelque chose de particulier. En France, on a un système de pré-retraite, un système de plan de départ volontaire qui existe toujours depuis avant les années 2000 et qui n'a pas fini d'exister dans nos inconscients collectifs. Anne-Marie Guillemard, déjà dans les années 2000, nous expliquait qu'on avait inactivé les seniors. La vérité, c'est que dans nos entreprises, les gens de plus de 60 ans, il n'y en a pas tant que ça. Et on n'a pas tellement pensé aux carrières après 60 ans. Il faut aujourd'hui inventer de nouveaux modèles pour gérer ces allongements de carrière. Alors, on pense évidemment aux carrières longues dans des métiers opérationnels fatigants, dans des métiers opérationnels où il y a une usure de répéter les tâches. Mais il faut aussi imaginer que dans une grande entreprise, on est un key potential, un senior leader, peut-être que jusqu'à 40 ou 45 ans, et qu'à un moment, on sort des radars, et soit ça l'a fait, soit ça ne l'a pas fait, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, inventer un modèle pour que chacun puisse trouver sa place, c'est un enjeu majeur, d'autant plus important que la population active vieillit en France, et que quelque part, on va devoir de plus en plus s'appuyer sur des collaborateurs expérimentés. On va avoir 4 générations au travail dans l'entreprise. Nous en avons parlé dans notre papier sur le management intergénérationnel. Il va falloir que toutes ces générations, tous ces collaborateurs puissent travailler ensemble. Transformer les représentations, c'est aussi transformer le modèle de carrière. Très longtemps, il n'y avait qu'un seul modèle qui était valorisé, c'était gravir les échelons, devenir chef. Mais dans la réalité de nos organisations complexes, en transformation constante, il y a des rôles extrêmement importants qui sont les experts, qui sont les porteurs de la compétence. Il y a des rôles essentiels aussi qui sont parfois les directeurs de programmes qui permettent d'engager ces transformations. Et chacun de ces rôles a de la valeur. Et puis, il y a quand même l'idée aussi que faire un pas de côté, avoir une carrière transversale, c'est aussi enrichissant que devenir chef. Pour 10 collaborateurs, il n'y aura peut-être qu'un chef. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on propose aux 9 autres personnes qui pourront leur permettre de s'enrichir elles-mêmes et qui permettront à l'entreprise d'aller plus loin. Enfin, dernier élément sur lequel il faut transformer ces représentations, c'est la linéarité des âges de la vie. Traditionnellement, on disait en fait il y a 3 temps. Il y a les études, il y a la carrière et puis après il y a la retraite. Force est de constater aujourd'hui que pour toutes les générations, c'est plus exactement comme ça. On va se former, on va travailler, on va éventuellement s'arrêter pour avoir des enfants, pour faire le tour du monde. Et puis finalement, on va peut-être refaire autre chose, travailler à temps partiel, être au chômage, devoir se reconvertir. Et puis finalement, à la fin de notre carrière, on va se trouver dans des situations différentes qui sont parfois liées à des trajectoires de vie différentes. À 60 ans, on peut être un célibataire qui a hérité de ses parents et qui finalement se retrouve avec un peu d'argent.
ou bien quelqu'un qui est dans les danses familiales et qui va devoir s'arrêter, ou bien quelqu'un qui a eu plusieurs familles recomposées et qui a de jeunes enfants qu'il va devoir accompagner jusque dans leurs études et qui n'a pas du tout envie de travailler, ou bien quelqu'un qui a d'autres envies professionnelles. Chacun des modèles de famille, chacun des modèles de vie existe et l'entreprise va devoir s'adapter pour toutes les générations à cette multiplicité des propositions. Et cette nécessaire transformation des représentations, elle est essentielle parce qu'elle n'est pas vraiment ancrée partout. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé en fait? Nous avons proposé 8 axes essentiels pour essayer de changer la donne. La première étape que nous avons mise en œuvre également, c'est d'écouter. Écouter ce qui se joue dans l'entreprise. Quelle est la musique de cette entreprise? Quels sont ses enjeux? Qu'est-ce que disent les gens? Quand on est en direction générale, on ne sait pas forcément ce qui est en train de se passer en bas de l'échelle. Quand on est dans une direction fonctionnelle, on ne sait pas très bien ce qui se passe auprès des opérationnels. À chaque endroit, il se passe des choses et pour chaque personne, il se passe des choses. C'est donc important de mettre en place des enquêtes, mais aussi des ateliers d'écoute, comme nous l'avons fait, et aussi, à la maille individuelle, lors des entretiens professionnels, d'essayer de comprendre où en est la personne, ce dont elle a besoin et envie, plutôt que d'avoir une idée préconçue, pour comprendre ce qui est possible. Et puis après, la deuxième chose à faire qui est très importante, c'est communiquer pour sortir des stéréotypes. On le dit très fréquemment, il y a beaucoup de stéréotypes autour des seniors. Et puis, on a aussi une communication très souvent qui est axée vers les jeunes talents, les jeunes profils, les gens qui montent. Finalement, essayer de dire c'est aussi possible en fin de carrière. Il y a aussi des opportunités d'avoir des carrières différentes. C'est ouvrir ce champ des possibles pour tout le monde. Il faut communiquer intensément sur les nouveaux dispositifs et sur les succès des gens qui ont embrassé ces nouvelles carrières, parce que ce n'est pas si facile de faire quelque chose différemment de ce que les autres faisaient avant. Notre troisième point, c'est former. Former, c'est essentiel parce que dans un monde où les compétences sont rapidement obsolètes, si on ne se forme pas, on se déclasse rapidement. Aujourd'hui, l'OCDE nous dit que les compétences techniques ne durent que 2 ans. Finalement, ça veut dire que tout le monde est obsolète, donc il faut former tout le monde. Mais il est vrai que dans les entreprises, avec cette volonté d'attirer les jeunes talents, on va avoir une tendance à ne former que les jeunes en pensant que les vieux connaissent. C'est une très mauvaise idée. Former les collaborateurs expérimentés aux compétences d'aujourd'hui, aux compétences d'intelligence artificielle, à de nouveaux métiers, c'est garantir leur employabilité. Il est donc essentiel de former tout le monde. Notre quatrième point, c'est de donner à tous les mêmes chances. Finalement, le problème du collaborateur expérimenté, qu'on pourrait appeler senior, c'est qu'il a le sentiment d'être discriminé. Lors du baromètre du défenseur des droits, auquel je suis intervenue au mois de décembre, nous avons constaté que 25% des plus de 50 ans déclarent avoir subi une discrimination au travail, un quart des plus de 50 ans. Et 50% des plus de 50 ans ont indiqué qu'ils avaient déjà vécu des relations de travail dévalorisantes. La moitié des personnes interrogées ont dit ça. Absolument pas ceux qui se sont plaints auprès du défenseur des droits. 50% des personnes. Ça veut dire que c'est important de donner la même chance aux gens. Mais la même chance, c'est quoi? C'est de la visibilité, c'est des opportunités de projet, c'est peut-être des augmentations, c'est peut-être des promotions. C'est seulement considérer la personne telle qu'elle est pour se demander qu'est-ce qui serait possible pour elle. Autre point que nous avons mentionné, c'est gérer la santé et l'usure. Effectivement, quand la carrière est plus longue, mais en fin de carrière, dans les métiers pénibles, c'est difficile à gérer. Et puis parfois, faire le même rôle pendant un certain temps, ça génère de l'usure. Puis nous avons indiqué qu'il fallait organiser de la flexibilité tout au long de la carrière. Je l'indiquais tout à l'heure, il y a une vraie attente, tant des personnes en fin de carrière que des personnes plus jeunes, d'avoir des possibilités différentes, peut-être un temps de travail différent, peut-être du télétravail. Donc, être flexible dans la carrière, c'est permettre à chacun de trouver une place et de s'épanouir. Puis nous avons aussi indiqué qu'il fallait accompagner les personnes vers la retraite. Aujourd'hui, dans le cadre des négociations interprofessionnelles, il est évoqué le sujet de la retraite progressive, du temps partiel senior. Les personnes ont différentes attentes pour la retraite. La retraite, en France, c'est quelque chose de compliqué. Il y a des régimes de retraite compliqués. Expliquer comment ça se passe, c'est essentiel parce que ça diminue les peurs. Et pour la retraite, comprendre le dispositif, c'est déjà un premier pas pour diminuer ses peurs et diminuer son angoisse pour partir. Donc ça, c'est vraiment très important. Enfin, peut-être que c'est quelque chose qui nous importe vraiment, nous les statisticiens économistes, il faut mesurer. Alors on a parlé longuement de cette fameuse histoire d'index senior, c'est peut-être pas ça ce qu'il faut mesurer. Il faudrait au moins mesurer ce que l'on a envie d'implémenter. Si on prend des mesures, c'est important de se dire est-ce que c'est efficace ou pas, et puis si c'est pas efficace, on les ajuste. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc c'est essentiel quand on a une politique de la mesurer et de la réajuster.
Tout cela permet en fait de valoriser les compétences et de concevoir des offres plurielles. Et c'est ce qui est au cœur de l'organisation. Parce que finalement, quand on parle d'une politique senior, il pourrait se dire, est-ce qu'il faut une politique senior ou pas? C'est une question assez complexe, parce que quelque part, si les seniors ont été tant négligés, il faut peut-être s'en occuper, et donc mettre en place des choses spécifiques qui les concernent. Ce que l'on constate souvent, c'est qu'en fait, il faut penser des politiques globales qui soient cohérentes et qui incorporent les besoins de tous, et qui parfois vont s'adapter spécialement aux personnes en fin de carrière. Ces politiques, ce sont des politiques RH d'évolution, ce sont des politiques de santé et de prévention, ce sont des politiques de RSE. L'intention, c'est de faciliter le développement professionnel de tous les salariés en prenant en compte les besoins spécifiques des seniors, ayant en tête que les stéréotypes et la discrimination font que si vous convoquez un collaborateur de 58 ans en lui disant « je t'invite à l'entretien senior », il ne va pas avoir tellement envie d'y aller, et c'est peut-être pas la meilleure façon. Parce que senior en France, c'est plutôt mal vu. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, senior vice president, c'est plutôt bien, on s'appuie sur son expérience et sa compétence, alors que quand vous êtes senior, on pense plutôt aux politiques des EHPAD, on pense vraiment à quelque chose qui n'est pas incroyable. Et pourtant, la seniorité, c'est l'expérience, et l'expérience, ça a beaucoup de valeur en entreprise. Donc voilà ce qu'on a essayé d'expliquer dans notre ouvrage, avec un autre point essentiel qui est un peu plus micro, c'est que tout ceci, ça concerne un collaborateur, mais ça concerne aussi son manager et son RH, et que le triptyque RH, manager, collaborateur doit être à la manœuvre pour pouvoir mettre en place des politiques efficaces, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Hop, ça marche pas. Je te redonne celui-là. Oui, je veux bien. Merci. Merci beaucoup, Florence. Alors, tu parlais du triptyque manager, senior, RH. Du coup, la transition est facile. Bruno, quand on a préparé cet échange, tu m'indiquais à la fois les spécificités de la question senior tout au long de ta carrière, avec à la fois des choses que tu as pu observer qui semblaient étonnantes et des actions mises en place plutôt novatrices. Donc ça va être ma première question. Et puis peut-être le deuxième point, c'est comment résonnent les propos que viennent de tenir Florence par rapport à toi, ton expérience de terrain et de DRH. Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. En fait, forcément, j'écoutais Florence, ce que tu disais avec beaucoup d'attention. Évidemment, j'ai lu ton ouvrage et j'adorerais que toutes les entreprises puissent répondre à ça parce que c'est génial de pouvoir analyser, tel que tu l'as fait dans ton livre, tel que vous l'avez fait avec ton co-auteur, tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'il est intéressant de mettre en place. C'est super de le déclamer, encore faut-il le faire. Et dans notre entreprise, chez NGE, on a essayé, et c'est peut-être ce que je vais essayer de vous raconter un peu, on a essayé de mettre en place un certain nombre de pratiques telles qu'elles sont là. Alors, on n'est pas des philanthropes, hein, c'est aussi parce qu'on y a trouvé un véritable intérêt qu'on a mis ces mesures-là en place. Et puis, je vais revenir à ta première question, qu'est-ce que ça a inspiré? Et comment j'ai pu être atteint par ça? En fait, quand j'ai commencé ma carrière, jeune RH, dans l'industrie automobile, tu l'as dit, j'ai commencé par mettre en place des plans sociaux. Et j'étais tout jeune RH, je démarrais, je sortais de mon DESS, et on a dit, mais attends, tu vas t'occuper des gens qui partent, et puis il y a plein de gens qui ne nous conviennent pas, ceux-là, il faut les faire partir, et puis il y a plein de vieux. Et les vieux, on n'a plus besoin. Hein. Attends, ils ont 55 ans, ils sont trop payés. Non. Il y a un plan social qui existe. C'est vachement avantageux pour eux. Ils vont toucher des sous, ils vont partir à la retraite, et puis ils vont vivre heureux comme ça. Et c'est pas du tout ce que j'ai vu. C'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai été happé par le caractère de ces gens qui venaient, que je recevais. Alors, j'ai toujours essayé de faire les choses. Un licenciement, un départ, c'est toujours un traumatisme. Donc, on essaye, nos RH, d'être... C'est aussi pour ça... Enfin, c'est pas pour ça qu'on signe dans la fonction RH, surtout pas, mais quand on doit gérer ce type de problème, on essaie de le faire avec un maximum de douceur, de rondeur, de diplomatie et même de philosophie. Et j'ai été vraiment très surpris par la détresse des gens
Alors quelques-uns étaient contents, hein, ils touchaient 3 sous, ils allaient partir, ils avaient un jardin, ils avaient la volonté d'acheter un camping-car et puis de faire le tour d'Europe. Mais la plupart, c'était pas ça. La plupart, c'était le ciel qui leur tombait sur la tête parce qu'ils ne s'attendaient pas à partir à 54, 55 ans. C'était jeune. Et puis une fois que ça a été fait, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que la perte de ces gens avait été inestimable. Parce qu'on avait perdu des compétences. Et tu l'as dit, Cédric, tout à l'heure, hein, en fait, on a rappelé... c'était pas dans le même groupe. Hein. C'est un grand groupe aussi. Obligé de rappeler ponctuellement des gens qui ont un certain nombre de compétences. Et bien là, eux, on ne les a pas rappelés. Et on a perdu des compétences, on a perdu du transfert du savoir-faire, on a perdu de l'accompagnement. En fait, on a eu du mal. Alors, tout se mesure, ou on essaie de tout mesurer. Là, c'était quasiment pas possible à mesurer parce qu'il y avait une vraie perte d'expérience. Voilà, ça, c'était un traumatisme. Mais quand je parle de traumatisme, c'est un traumatisme que moi, j'ai vécu. En disant, mais c'est absurde, une espèce d'absurdité. Puis je me suis dit, le jour où je serai chef, eh ben, je ne gérerai pas les choses comme ça. Je me débrouillerai pour prendre les choses complètement différemment. Parce que, à la limite, c'est moi qui aurai la responsabilité. Puis si j'ai la chance d'être dans une entreprise qui me fait confiance, eh ben, c'est ce que je ferai. Et puis j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance dans mon parcours. Alors entre l'industrie automobile où j'étais et puis NGE, je suis passé par SPI Batignolles où j'ai déjà plongé dans le monde du bâtiment et des travaux publics. Un peu de licenciement économique, mais très amorti parce que la possibilité de jouer avec les transferts de postes. Et puis NGE. NGE, j'y suis entré, on était 1500. J'en suis sorti, on était 25 000. Donc la différence entre la gestion d'une structure en RH de 1500 personnes par rapport à celle d'une entreprise, un groupe de 25 000 personnes, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai jamais eu l'impression pendant ces 30 ans de travailler dans cette même entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une telle croissance, et la chance, c'est la croissance, hein. Il y avait une telle croissance à la fois organique et externe qu'on a eu la possibilité de mettre en place plein de choses. Alors tu disais, Sophie, tout à l'heure, tu faisais référence à l'ouvrage sur les jeunes. Ben oui, on commence par là. On se dit, mais il faut préparer l'avenir. Et donc, dans une politique, dans une stratégie de gestion des ressources humaines, on va aller du recrutement, de l'inclusion, de l'insertion. On va passer par la formation. On va ensuite encadrer les jeunes qui sont en formation. Et puis, derrière, on s'occupera de la fidélisation. À l'intérieur de tout ça, on a une vraie stratégie de gestion des ressources humaines. D'abord parce que, intégré au recrutement, on va avoir l'insertion. Dans l'insertion, on va avoir des jeunes qui vont entrer. Dans le monde du BTP, sauf si on est ingénieur, et cette belle école nous a formé quelques beaux ingénieurs qui sont chez nous, entre autres, sauf si on est ingénieur ou qu'on décide d'être conducteur de travaux en passant un BTS, où il y avait déjà à l'époque une formation en master génie civil. Il nous faut aller susciter les vocations, hein. Les maçons coffreurs, les canalisateurs, les terrassiers, les routiers, c'est-à-dire ceux qui étalent les enrobés. Ce n'est pas forcément des vocations pour lesquelles on va inciter nos enfants à se diriger. Et puis, il faut faire le boulot. Et on a besoin d'hommes. Et puis là, on s'est dit dans un premier temps, nous, mais... on a besoin, il y a des jeunes qui sont en France, qui n'ont pas fait d'études, qui sont pleins de bonne volonté, qui sont dans les dispositifs proposés par POPA. Alors à l'époque, c'était la NPE, puis Pôle emploi, puis France Travail aujourd'hui. Mais il y a des tas de jeunes avec qui on peut faire des choses. Il suffit d'aller les chercher. Donc on s'est mobilisé dans l'entreprise, on avait des chantiers, on avait pris des chantiers absolument colossaux. Il nous fallait trouver une main-d'œuvre monumentale. Alors à l'époque, c'était pas 4000, mais c'était à l'échelle de l'entreprise, 1500, c'était 300 personnes qu'il nous fallait. Il nous fallait 300 conducteurs d'engins, canalisateurs ou génie civiliste. L'insertion, la formation, et puis derrière, il faut s'occuper de ces jeunes. Et qui mieux que les gens qui ont la compétence en interne, les seniors, ceux vers qui on s'est tourné, ceux qui avaient 45, 50, 55 ans, pour les encadrer. Alors d'abord, on a monté notre propre centre de formation. Comme ça, on dépendait plus de personne. On a monté notre propre centre de formation. Comme ça nous permet de, directement après le recrutement, d'intégrer les jeunes qui n'avaient aucune formation dans le monde du BTP, de les former, de les initier
en priorité sur la prévention sécurité, et puis ensuite sur les premiers gestes techniques. Conception des modules de formation, animation des formations par les anciens de chez nous. Qui mieux que nos propres anciens savait dispenser la formation, savait transmettre le savoir-faire. Alors savoir-faire, c'est le bon geste professionnel, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le bon comportement. Qui mieux que nos anciens qui ont déjà de l'ancienneté, qui ne sont plus dans l'entreprise, qui sont passionnés par ce qu'ils font, pour pouvoir les accompagner. Donc troisième étape, une fois qu'on a les concepteurs, qu'on a les formateurs, sur le terrain, il nous a fallu accompagner nos jeunes pour faire voir le bon geste professionnel. Et là, on avait un peu la tête et les jambes. Les jambes, c'est le jeune. Alors ça, c'est quelques années après qu'on a raisonné tout ça. La tête, c'était l'ancien. Les jambes, c'était le jeune. L'ancien, le senior, lui, accompagner, démontrer le bon geste professionnel, éviter de se fatiguer physiquement, parce qu'on a quand même des métiers qui sont très physiques. Puis le jeune, plein d'énergie, plein de jus, plein d'enthousiasme, répondait à cette demande qu'on avait de former nos jeunes pour préparer l'avenir. Et là, on a directement touché le travail intergénérationnel. Ensemble, on a fait travailler des anciens, des jeunes, on a multiplié les contacts culturels, les gens se sont mis petit à petit à s'approprier ce mode de fonctionnement. Et puis on s'est dit, mais il faut qu'on aille plus loin, parce que accompagner des jeunes quand on est ancien sur le terrain, ça a plusieurs vertus. Petit 1, on va transmettre le savoir-faire, mais 2, on va motiver et on apporte de la considération à nos anciens en leur donnant un nouveau challenge. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et il nous fallait envoyer des signes très forts. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on accompagne nos seniors pour pouvoir dispenser le bon geste professionnel avec la pédagogie qui va bien. Et donc, on a mis en place un système de formation durant 4 jours. On a mis en place un ordre des tuteurs. Et aujourd'hui, chez NGE, on a 500 tuteurs qui sont prêts à accompagner nos 1000 jeunes qui sont intégrés tous les ans. Dans le cadre de contrats en alternance, notre centre de formation est devenu CFA. Donc, on a profité de la réforme de la formation professionnelle en 2018 pour basculer 2 centres de formation vers un CFA. Mais grand nombre d'entreprises voulaient être CFA en disant mais c'est génial, maintenant on peut avoir un CFA. Ouais, mais enfin si on n'est pas passé par la case formation, si on n'a pas l'expérience, si on n'a pas les encadrants qui vont bien, ça ne marche pas. Donc ça c'est pour la partie opérationnelle, technique et visible sur le terrain. Et puis on a aussi à côté de ça, dans une politique d'insertion, on a une population qui est jeune, qui nous a fallu accompagner. Et nos anciens, à un moment, nous ont dit « Mais vous êtes sympas, les mecs, mais les jeunes, vous les payez, vous leur mettez des jalons avec des qualifications, une technique. À partir du moment où ils ont atteint tel niveau, vous les accompagnez. » C'est évidemment, on investit sur l'avenir, on investit sur les jeunes, donc on les paye et on les accompagne. Sinon, ils vont à la concurrence, tout former, et donc on leur a cramé, nous, les billets formation. Et ils nous dit, mais nous, les anciens, on existe, on est là, et qu'est-ce que vous faites pour nous? Et donc, il y a quelques années, il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 ans, on a mis en place, dans nos négociations annuelles obligatoires, on a mis en place un plan senior sur lequel on a dégagé un budget avec des augmentations individuelles, mais aussi générales sur une partie de la population pour les gens qui avaient plus de 20 ans d'ancienneté. D'abord 15 ans, puis 20 ans d'ancienneté. Et donc on a fait ça pendant 3 ans parce que la problématique, c'est que quand on fait de l'intégration, quand on fait de l'insertion, on a tendance évidemment à favoriser les nouvelles forces vives. Et puis, tu l'as dit, Florence, à délaisser un peu les anciens qui ont pourtant la compétence, qui sont les locomotives sur les chantiers. Et bien c'est là, il a fallu qu'on rattrape le temps perdu. Et donc on a réajusté, et on a recreusé l'écart en termes de rémunération parce que oui, la formation c'est bien, oui, l'accompagnement c'est bien, oui, les signes, comment dire, les rites qu'on a mis dans l'entreprise sont puissants, sont forts. On a une vraie culture d'entreprise chez NGE. Enfin, il faut aussi que ça soit accompagné d'un peu d'argent sonnant et trébuchant, de manière à ce que les gens puissent remplir le frigo. Et donc, il a fallu recreuser un écart entre les anciens,
redonner du sens, de la cohérence à tout ça. Et ça s'est inscrit dans une politique globale de stratégie de gestion des ressources humaines. Et ça s'est décliné sur 15 ans. Alors, on a fait des conneries au départ. On n'a pas accompagné les jeunes au départ sur le chantier. On les intégrait, enfin, on les recrutait, on les formait en centre de formation, on les envoyait sur le chantier. Personne s'en occupait. Les gamins, ils avaient vite compris. Nos compagnons, nos seniors, se posaient des questions sur mais vous ne nous avez rien demandé, vous ne nous avez pas sollicité, peut-être qu'on peut donner un coup de main, quoi. Et donc tout ça, petit à petit, s'est mis en place. Et aujourd'hui, on a un système qui est fluide, qui fonctionne bien, avec ce renouvellement des générations, ce travail collectif, cette transmission des savoir-faire, des valeurs de l'entreprise, et ça se fait à tous les niveaux. Alors, j'ai beaucoup parlé du personnel technique parce que c'est eux pour qui on a le plus de mal à susciter les vocations, mais nos ingénieurs, nos techniciens ont aussi leurs tuteurs, leurs mentors, on les accompagne et il y a une phase d'intégration dans l'entreprise où on s'appuie sur les anciens pour justement mieux préparer l'avenir en accompagnant les jeunes. Merci beaucoup Bruno. Alors moi, à la fois le propos de Florence et celui que tu viens de tenir m'interroge sur quelques points. Enfin, je vois que quand on parle d'apprentissage, de formation, il y a deux dispositifs non exclusifs, mais qui sont abordés. À la fois la réalisation de l'activité, la pratique, qui est une action de formation, encadrée, accompagnée par ce qu'on imagine être un senior, ce qu'on pourrait appeler l'apprentissage vicariant. Je regarde comment l'autre fait pour apprendre à faire. Et puis, il y a des dimensions qui sont beaucoup plus marquées sur la qualification, la mise en place de dispositifs de formation en salle, de dispositifs assez classiques qu'on mène dans cette école. Et ça, c'est une première question. C'est sur le sujet des seniors aujourd'hui, par exemple Florence, comment s'articulent ces deux dimensions ? Et je rajouterais, est-ce qu'il y a une différence en fonction de la nature de l'activité ou de la nature du métier ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est homogène ? C'est une très bonne question, Cédric, parce que la question qu'on se pose, en fait, c'est de se dire, puisqu'on constate une chute de la formation professionnelle à peu près au niveau de 45 ans, qui est particulièrement marquée sur les catégories ouvriers-employés, c'est comment on fait pour faire revenir ces populations dans un univers de formation ? Alors, pour les cadres qui ont continué à apprendre ou les personnes qui auraient continué à apprendre, il n'y a pas tellement de différence. Les gens continuent à apprendre de manière un peu académique et puis un peu dans le, je dirais on the job, quoi. Pour les professionnels qui sont des professionnels plus de terrain, on constate deux choses. La première chose, c'est qu'on apprend mieux en faisant. Donc partir du faire pour tirer de la théorie derrière, c'est plus efficace. Et donc, essayer de mettre les gens en situation, en contextualisation, c'est particulièrement efficace. On a pas mal d'exemples d'entreprises qui ont mis en place des sortes de laboratoires sous cloche qui leur permettent de faire travailler les gens sur des fausses chaînes, sur un certain nombre de choses pour gérer des incidents, gérer de la performance, etc. Il y a une deuxième considération qu'il faut noter, c'est que très souvent, les catégories professionnelles peu diplômées se sentent pas très à l'aise avec le monde de la formation. Et quand on mixe les générations, on se retrouve parfois avec des jeunes très diplômés et des anciens moins diplômés. Et il y a une difficulté relationnelle très forte parce que les anciens ne se sentent pas forcément à leur place parce qu'ils ont moins de diplômes. Les jeunes ne sont pas forcément à l'aise non plus. Et donc, les expériences qui fonctionnent le mieux sur les catégories les moins diplômées, c'est vraiment de former les anciens entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté ça en Finlande il y a une quinzaine d'années déjà. Anne-Marie Guimard, elle avait déjà constaté ça. Le fait que les catégories les moins diplômées, il y avait vraiment un sujet avec la hausse du niveau de certification et d'études qui était intervenu, de laisser les gens un petit peu de même style ensemble pour pouvoir poser les questions et pas se retrouver gênés dans ces apprentissages qui étaient différents, vraiment en s'appuyant sur la technique et le terrain pour acquérir des compétences. Super, merci beaucoup. Et toi, Bruno, dans l'expérience vécue, ça résonne? Il y a des originalités ou... Alors, nous, on a une contrainte dans le monde du BTP, c'est qu'on doit répondre à des habilitations. Ces habilitations nous obligent à faire de la formation. Et on triche, parce qu'en fait, de ces habilitations, de ces contraintes, on en fait un tremplin, on en fait une force.
On en fait une force parce qu'on va y dispenser aussi de la formation technique. Donc, on va faire passer des CACES, des certificats d'aptitude de conduite d'engin en sécurité. On va avoir des interventions sur des postes compliqués, que ce soit sur les travaux ferroviaires ou sur les travaux plus de travaux publics, de bâtiments et de travaux publics. Et donc, on va y mettre une partie de technologie. Aujourd'hui, le monde du BTP n'est plus celui qu'on peut imaginer ou qu'on peut encore imaginer. On pousse sa brouette sur le chantier et puis on se débrouille avec les moyens du bord. Pas du tout, c'est hyper technologique. On fait des choses extraordinaires. On fait des choses extraordinaires avec des moyens simples en allant chercher des solutions qui sont finalement relativement simples. Je vais rebondir sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec le cadre que vous étiez allé rechercher. Le Grand Paris Express, des tunnels à construire sous Paris. On a un marché, on doit passer 40 mètres sous le boulevard Haussmann. D'accord ? 40 mètres sous le boulevard Haussmann, on construit un tunnel. On ne va pas faire venir un tunnelier, ouvrir un trou de 150 mètres en plein boulevard Haussmann avec des tunneliers et puis creuser. Et ensuite, y mettre nos tunneliers qui va dégager tout le sol et puis creuser son... Non, c'est pelle-pioche. Pelle-pioche. Et donc, dans ce contexte-là, quand on a eu le marché, on s'est dit, mais on va avoir des tunneliers absolument monumentaux qu'on va mettre en place, mais il y a aussi besoin de creuser des tunnels avec des galeries. Et qu'est-ce qu'on est allé faire ? On est allé chercher des anciens mineurs de mines de charbon dans l'Est de la France. Des mecs qui étaient à la retraite à 45 ans. À 45 ans, ils avaient pris leur retraite, on les avait mis à la retraite. Et le fait d'aller les rechercher alors qu'ils avaient 55, 56 ans, ils avaient toujours cette expertise. Ils nous ont formé nos jeunes qu'on a intégrés, ils les ont accompagnés et on a réussi à passer sous... Alors bientôt, vous pourrez prendre d'ailleurs une partie de la ligne 14, je crois, a dû être faite comme ça. Et donc, c'est pelle-pioche. Donc, on creuse sur 2 mètres, on solidifie la structure, on coule le béton, et le lendemain, on décoffre et on continue à creuser 2 mètres. Et donc ça, ce sont des équipes d'hommes qui ont fait ça à la main, comme dans l'ancien temps. Donc en fait, la vie, le mouvement est un éternel recommencement parce qu'effectivement, avec des métiers nouveaux, celui des tunneliers, qui n'existait plus en France, on ne faisait plus de tunnels, donc il a fallu s'adapter à ça. On est allé chercher des profils particuliers. Puis à côté de ça, on a des profils de seniors qui, eux, avaient l'habitude en Italie de travailler et de conduire des tunneliers. Et donc, eux, on les a pris pour apprendre à nos jeunes à piloter les tunneliers. Donc tout ça, quand même, c'est lié à des dispositifs de formation continue, puisque pour être un bon formateur, il faut continuer à être formé, il faut continuer à être dans l'innovation, comprendre tout ce qu'on fait. Et puis, sur la partie formation, nous, on ne se pose pas la question. Qu'on ait 25, 35, 55 ans ou 60 ans, à partir du moment où il y a un besoin, on envoie les gens en formation. Et donc, le plan de formation est lié aussi à la qualité et le besoin de la personne, et non pas bien sûr, à son âge. Ça, c'est ce qui est intéressant sur la partie formation, c'est qu'on a réussi, là aussi, à mobiliser tout le monde. Alors, on ne fait pas d'entretien senior. On va plutôt faire des entretiens de seconde partie de carrière. C'est aussi comme ça qu'on les appelle, mais parce qu'on nous a obligés, parce que la législation nous a obligés aussi dans nos entretiens annuels à avoir l'entretien professionnel et puis à un moment l'entretien de seconde partie de carrière. Donc tout ça, c'est suivi. Et puis quand on fait ça, on a intérêt à suivre correctement parce que quand on s'engage et qu'on mène des entretiens individuels, il y a des demandes, ça crée là aussi, ça suscite quelques envies sur les formations et on a intérêt à y répondre. Et notre politique à nous, c'est de dire, mais on n'exclut strictement personne. Et je terminerai juste par rapport au niveau de compétences. L'une des choses qui m'a très étonné il y a maintenant 5 ans, c'était juste avant le Covid. Donc on était en pleine montée, en plein recrutement sur les grands paris, sur les grands projets qu'on avait avec nos 4000 embauches par an. Je ne me suis jamais posé la question, moi, en tant que DRH,
quand j'ai embauché un directeur de travaux qui avait 57, 58, soit peut-être même 60 ans. Alors, il avait des compétences, il avait une expérience, il coûtait cher, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, quand il y a la compétence, la connaissance, l'expérience, si ça coûte cher, de toute façon, on amortira. C'est quand on n'a pas l'expérience, la compétence et la connaissance, on ne paye pas cher, mais on en a généralement pour son argent. Ou alors, il faut largement accompagner. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment développé notre process. Et puis, j'ai été très surpris quand on est venu me dire, mais vous embauchez des gens de plus de 45 ans très régulièrement. Est-ce que vous seriez d'accord pour obtenir un label plus de 45 ans ? J'ai rien fait pour ça. Enfin bon, oui, je veux bien le cadeau que vous me faites en me proposant le label, mais j'ai rien fait pour ça. Ils disent, mais vous êtes très peu d'entreprises à embaucher des gens de 45, 50, 55 ans. Et ça nous paraissait normal chez nous, parce qu'on va chercher la compétence. Et j'ai été totalement surpris. Alors c'est un beau cadeau, et en même temps, j'ai pris conscience, à ce moment-là, il y a 5 ou 6 ans, qu'il y avait un problème sur, effectivement, l'emploi des seniors en France. Ça arrive en live, c'est assez difficile, mais on va gérer jusqu'à la fin. Alors, il nous reste une dizaine de minutes entre nous avant de passer la parole à la salle et d'accueillir vos questions. Vu le nombre, moi, de questions que j'ai à vous poser, il va falloir faire des choix. Alors, on a beaucoup parlé de transmission, de formation. Il y a quand même un élément qui en tout cas, m'apparaît important, c'est l'évolution sociétale. C'est-à-dire que nos seniors ont probablement des parents qui sont eux-mêmes très, très seniors, peut-être en perte d'autonomie, nos seniors sont proches aidants, ou nos seniors eux-mêmes doivent être potentiellement accompagnés, aidés, notamment sur certains métiers qui seraient difficiles. Et aujourd'hui, est-ce que dans l'étude que tu as pu mener ou dans l'expérience que tu as pu avoir, ces questions sociétales et ces adaptations entre vie professionnelle et vie personnelle sont gérées correctement ? Je pense que c'est un excellent sujet, Cédric. Ça pose aussi la question de la frontière de ce que doit faire l'entreprise et ce qui n'est pas de sa responsabilité. Quelque part, le rôle de l'entreprise, c'est de soutenir et d'accueillir et de comprendre peut-être, mais pas forcément de tout gérer. On voit aujourd'hui des mesures, et c'est très important, pour faciliter les sujets d'aidance, parce qu'effectivement, on sait très bien que la population vieillit et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation d'aidance. Un peu comme on le disait tout à l'heure, il faut garder en tête que ce n'est pas que de l'apanage des seniors. On peut être un aidant familial, quel que soit l'âge. On a commencé à l'inventer parce que les seniors avaient le sujet, mais c'est vrai pour tout le monde. Et cette notion de besoin de flexibilité pour des sujets d'aidance, elle est absolument clé. On va avoir aussi des sujets de flexibilité nécessaires pour les enfants handicapés, pour des situations de famille compliquées, les séparations, tous ces sujets-là qui sont des sujets de la vie. Et l'entreprise commence à intégrer ça en générant de la flexibilité et en comprenant aussi que quelque part, cette flexibilité qu'elle offre, finalement, ça fait partie du contrat de l'entreprise et du salarié. Et donc, quelque part, si j'offre un dispositif, je vais pouvoir aussi engager davantage mon collaborateur parce que je suis dans une situation où je suis partenaire avec mon collaborateur, je lui offre quelque chose et je le comprends dans l'unicité de ses besoins. Et la réflexion des entreprises, elle est en train de s'articuler autour de ça, autour de principalement ces sujets d'aidance, et qui sont des sujets de société qui vont ne faire que croître et embellir ces prochaines années. Mais ça vient emmener aussi tous les autres sujets des accidents de la vie et des besoins de la vie, et aussi tous les sujets des envies des gens qui veulent partir faire le tour du monde, utiliser leur compte épargne-temps, etc. Quelque part, l'engagement qu'on trouve des plus jeunes générations, l'engagement que l'on va trouver des générations les plus anciennes, pourra être au prix de tout ça, avec le fait que l'attachement que l'on a à l'entreprise, il est clairement plus qu'il était il y a 20 ans, et que les entreprises devront comprendre une fois pour toutes qu'on ne peut pas acheter le collaborateur. Ça ne marche pas comme ça, mais que la flexibilité qu'elles offrent, c'est un atout d'attractivité. Dans un monde où le chômage est plutôt dans les 7 et quelques %, ce n'est pas la même chose qu'il y a un certain nombre d'années quand c'était autour de 10%. Donc dans ce monde-là, la proposition de valeur de l'entreprise, elle va devoir intégrer tout ça et ces conditions de vie qui sont essentielles.
Oui, il y a quand même un certain nombre d'efforts de la part des entreprises. On se doit d'être à l'écoute, on se doit d'être en proximité, on se doit de considérer le collaborateur. Alors, encore une fois, il ne faut pas simplement le dire, il faut le faire, quoi. Et donc, il faut avoir des managers qui sont ouverts à ça. Je dis souvent, l'escalier se balaye par le haut. C'est le dirigeant qui donne le ton, et ensuite ces managers vont calquer leur comportement sur son propre comportement. Et donc à partir du moment où il y a cette exemplarité avec cette considération des seniors, cette capacité à s'adapter avec agilité aux problématiques qui peuvent se présenter. Alors, je crois plutôt que, Florence, c'est les jeunes qui veulent partir faire le tour du monde, les seniors un petit peu moins souvent, mais quoique, bon, il y a de tout. Moi, j'ai connu une époque où le jeune ingénieur qui venait chez nous, le jeune cadre ou le jeune technicien qui avait envie de faire le tour du monde, on lui disait, tu veux faire le tour du monde, va-t'en. Et puis, on revient jamais chez nous. Aujourd'hui, on va suspendre le contrat de travail parce qu'on est content de l'avoir et puis on veut le garder. Donc, là aussi, c'est absolument incroyable, quoi. Il faut l'expliquer aux anciens, ça. Donc là, nous, notre temps, c'était pas comme ça. C'est bon, ouais, bon, mais ça s'accompagne. Et puis, je crois qu'il y a effectivement dans les entreprises cette nécessaire obligation qu'on a d'écouter nos collaborateurs. Tout le monde n'a pas envie de partir à 60 ans à la retraite, ou 62 ans, ou 64 ans. Il y en a qui veulent continuer, il y en a qui veulent s'arrêter, il y en a qui ont des projets perso, il y en a qui veulent être un peu plus proches de leurs parents, parce qu'il y a cette problématique des parents qui vieillissent et dont il faut s'occuper. Les petits-enfants aussi, quelquefois, où on en profite pour pouvoir être proche et aider les enfants qui ont un problème avec les petits-enfants. Et nous, chez NGE, ce qu'on a fait, c'est qu'on a favorisé la pré-retraite en disant, mais vous voulez avoir un peu plus de temps, vous avez 60 ans, il existe ce dispositif de pré-retraite, alors qui n'est pas ultra souple quand même aujourd'hui. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a ouvert de manière à ce que les gens qui, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ont appris qu'ils allaient travailler pour la plupart 2 ans de plus, disent mais bon sang, c'est pas 2 ans pénibles à faire, c'est 2 ans sur lesquels je vais peut-être pouvoir travailler à temps partiel. Et donc pouvoir liquider une partie de ma retraite. Et pour ça, il y a un dispositif qui permet de liquider sa retraite partiellement. Et nous, ce qu'on a fait, en accord avec les partenaires sociaux, parce que bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais les partenaires sociaux sont essentiels dans toute cette politique de gestion des ressources humaines. Il faut vraiment les embarquer avec nous. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, mais vous pouvez prendre une pré-retraite à temps partiel, vous pouvez prendre 80% ou un 60%, et les cotisations retraite, on vous les maintient en totalité. De manière à ce que vous puissiez bénéficier dès à présent d'un peu de temps libre, tout en continuant à cotiser comme si vous aviez travaillé à 100%. Et donc ça, c'est nous qui l'avons pris. Ça a été une mesure incitative qui a été, qui a pu permettre à certaines personnes qui se posaient encore des questions de partir un peu plus vite. Voilà. Et de pouvoir se donner un bol d'oxygène avec un peu de perspective jusqu'à 64 ans. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser quand même une dernière question, même s'il n'y a plus de temps. On s'amusait en s'installant de constater qu'on assurait une parité absolument parfaite autour de cette table. Et je me demandais si, en fonction donc, du genre, il y avait une différence sur la question des seniors. Est-ce que les hommes sont plus ou moins bien traités que les femmes, ou est-ce qu'il n'y a absolument aucune distinction sur ces questions ? C'est une excellente question. Une fois de plus, on se retrouve dans une situation complexe pour les femmes. Comme on le sait, il y a toujours des inégalités salariales, des inégalités de carrière. Et ce qui se trouve, c'est que pour les dents, c'est en général les jeunes femmes ou les femmes qui sont beaucoup plus dans les situations à tenir les sujets des danses, qu'il s'agisse de la femme dans les conjoints, mais de la sœur dans la famille. Et donc, porter les danses, c'est un sujet pour les femmes. C'est un sujet compliqué, et c'est un sujet encore plus compliqué que souvent les femmes ont des rémunérations de fin de carrière qui sont moins élevées. Donc c'est plus difficile de s'arrêter si on est seul pour pouvoir gérer ces sujets-là. Et on se rend compte que l'inégalité et la double peine des femmes, elle est tout au long de la vie en fait. Et finalement, en fin de carrière, on la retrouve avec
des perspectives de retraite qui ne sont pas forcément idéales et des difficultés qui sont parfois inhérentes à la situation, au type de métier, notamment dans les métiers pénibles où c'est particulièrement compliqué. Donc il n'y a pas vraiment d'égalité sur la seniorité des femmes. Alors, dans le secteur des BTP, c'est peut-être pas si mixte que ça, même si ça l'est, mais quand on regarde les secteurs en général, c'est vrai dans les métiers de call center, mais c'est aussi vrai sur les métiers d'ingénieur. Finalement, au total, la situation des femmes, elle est particulièrement compliquée, d'où le sujet de regarder dans le système de retraite qu'est-ce qu'on peut faire particulièrement sur les femmes. On se rappellera qu'aujourd'hui, les femmes ont des trimestres quand elles ont des enfants pour compenser ces éléments-là en termes de retraite. Sujet qui ne va pas forcément, dans le futur, être forcément attribué aux femmes. Mais la réalité de la situation des femmes de fin de carrière, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente non plus sur les opportunités professionnelles, parce qu'on se rend compte que les femmes, en général, n'ont pas forcément pu développer leur réseau, pour plusieurs raisons. Si elles avaient des enfants, mais sortir le soir pour rencontrer des gens, c'est pas très simple. Et puis la deuxième question, c'est une question un peu plus, je dirais, mytho-oriented. C'est quand vous êtes une femme et que vous rencontrez un homme dans un cocktail, allez lui dire on pourrait dîner. C'est pas évident. Peut-être que vous avez peur ou peut-être que c'est franchement dangereux. Mais si vous êtes un homme et vous allez dire à un homme et si on dînait, ça pose aucun problème. Ce qui fait que de fait, vous n'avez pas développé votre réseau par manque de temps ou par difficulté de développement pour ces raisons-là et peur, sachant que les femmes étant dans les postes un peu seniors, moins nombreuses que les hommes, si vous n'avez développé qu'un réseau de femmes, vous n'avez pas trop de réseau. Donc, quelque part, la situation des femmes, elle n'est pas excellente sur la fin de carrière. Merci beaucoup. Est-ce que tu... Non, mais je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que moi, au contraire, je rêve d'une mixité beaucoup plus importante dans le monde du BTP. La vraie difficulté qu'on a, c'est de faire venir des femmes dans notre métier. Alors, on a des ingénieurs, eux, qui sont, qui sont absolument brillantes et qui nous rejoignent. La problématique, c'est qu'on n'en a pas assez, quoi. Donc, on a créé, nous, NGE Mixité, qui est portée par des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Et notre objectif, évidemment, c'est de monter la part opérationnelle de femmes, mais c'est très, très difficile. On se bagarre toujours pour ça. Merci beaucoup pour ces éléments. Donc, normalement, maintenant, on vous applaudit. Et la parole va être à la salle, sachant que je vais distribuer le micro si la régie me dit que c'est ça, la régie. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Sinon, je continue à en poser. Hein, Alors. Bonjour, merci de cet exposé. Je me présente, c'est ça ? Oui, Stéphane Basse. Moi, je suis enseignant-chercheur, mais voisin. Je suis au CNAM, au 41 Gay-Lussac. Voilà, et je m'occupe de formation. C'est ma spécialité, donc il y a beaucoup de choses qu'on fait écho dans vos propos. Alors d'abord, je voulais remarquer une chose, c'est qu'on soit une femme, on soit un vieux, on soit un jeune. On est dans un monde où on dit que la compétence est reine, mais en fait, on ne prend jamais en compte la question de la compétence. C'est assez remarquable, et ça corrobore plein d'observations que j'ai, c'est-à-dire qu'on se fout des compétences des gens. Ce qui nous intéresse souvent, c'est qu'il soit ci ou qu'il soit ça. Heureusement, il y a des gens qui font des calculs hautes comme vous, et ça, c'est... Ah non, mais voilà. Ça soulage, mais à mon avis, ce n'est pas la généralité. Voilà. Et j'avais juste une toute petite remarque sur la question de positionner les seniors comme tuteurs. Je trouve qu'évidemment, c'est très intéressant. Je voulais juste... Enfin, je suis un peu frustré d'entendre qu'ils sont formés pendant 4 jours. Parce que je pense que faire du tutorat, ça ne s'improvise pas. Et ce n'est pas parce qu'on est un bon professionnel qu'on est un bon tuteur. Donc, voilà, peut-être que vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Oui, en fait, depuis des années, la transmission, la formation, elle est faite sur le chantier en démontrant le bon geste professionnel et pas plus. Et nous, on a un agrément. Pour avoir cet agrément, c'est un agrément FNTP, Fédération Nationale des Travaux Publics. Et pour avoir cet agrément, il y a un minimum de 3 jours aujourd'hui. Nous, on était sur 4 jours, c'est-à-dire qu'on a mis une journée de plus. Néanmoins, il faut
être capable de sortir du chantier ces hommes qui vont, et ces femmes, puisqu'il y a aujourd'hui quelques femmes aussi, ces hommes et ces femmes qui vont encadrer nos jeunes. Et forcément, comme tout, il y a un coût. Et comme on a 500 tuteurs, on en passe une vingtaine par an. Ça rentre dans le budget formation continue, gestion des compétences, et on n'a pas des budgets extensibles. Mais vous avez raison, hein. Après, notre vocation à travers les 4 jours, c'est une initiation à la pédagogie, c'est comment on leur parle, comment on s'adresse à eux, qu'est-ce qu'on observe, comment on les suit, et puis surtout comment on les encadre. Voilà. On peut aborder aussi les sujets non seulement de gestes de travail, mais aussi d'hygiène et de sécurité, parce qu'on a des jeunes qui vont partir aux 4 coins de France sur les chantiers, qui vont mal manger, qui vont dormir dans leur voiture, parce que l'indemnité de grand déplacement, ils vont faire la fête avec. Bon, là aussi, c'est pour ça que je parlais de tuteurs et de détection de tuteurs. Tout le monde ne peut pas être tuteur, hein. D'ailleurs, on fait ça sur la détection des gens qui en ont le potentiel, mais aussi sur le volontariat. Il faut les deux. Et c'est vrai que 4 jours, quelquefois, c'est pas suffisant. Alors après, on a des attentions avec eux, on a une communication en permanence, mais bon, c'est déjà ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Carilla, j'ai fait toute une carrière chez Renault pendant 33 ans. Et puis, je me suis à mon compte actuellement sur des sujets de performance au sens très large, en essayant d'inclure au maximum les personnes. Et j'ai juste une remarque sur vos exposés qui était intéressante, c'est que vous ne parlez pas du tout de pérennité des politiques RH. Et ça, c'est un gros problème dans les entreprises. C'est qu'on fait quelque chose, après on refait autre chose, et puis après on fait autre chose, et ça revient, et ça met surtout chez les anciens une certaine lassitude qui se disent ouais, mais ça, on a déjà entendu parler, quoi. Et donc je pense qu'un des points importants, c'est pas juste de mettre en place des politiques, mais c'est surtout de faire en sorte qu'on s'y tienne, quoi. Moi j'ai des exemples chez Renault, par exemple, sur la gestion des compétences, où on a eu des GPEC, il y avait plein de trucs. Mais les gens, au bout d'un moment, ils disaient tu nous fais travailler là-dessus, mais on a déjà travaillé là-dessus il y a 3 ans. Et puis il y a 6. Et alors, quand on est très vieux, on n'a pas travaillé une fois, on a travaillé 2 fois, 3 fois. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un sujet important et qui affecte sans doute les personnes d'un certain âge dans l'entreprise. J'ai une très bonne remarque, Jean-Marc. C'est vrai qu'on a choisi de mettre l'éclairage sur un certain nombre de points. Ça, je dirais, c'est un sujet. Il y a ce sujet des compétences, mais il y a ce sujet de l'usure qui est lié au fait qu'on n'arrête pas de changer. La récurrence des transformations, on a l'impression que faire et défaire, c'est toujours faire. J'ai entendu N fois. Dans les organisations de grande taille, c'est énorme. Et le fait de se dire, tiens, on l'a déjà fait, tiens, on a déjà essayé, on nous demande de refaire un groupe de travail là-dessus, etc., ça crée une usure majeure. Donc, avoir cette pérennité, c'est essentiel. Maintenant, force est de constater que dans les grands groupes internationaux à organisation matricielle, c'est plus un souhait qu'une réalité, et il est vrai que c'est un problème. Je pense que pas mal de dirigeants ou de RH seraient d'accord avec ça. Comment on peut faire autrement, je ne sais pas. Peut-être que chez NGE, ils savent le faire, et c'est pour ça que Bruno, je voulais te passer la parole. Alors c'est plus facile quand on est dans une PME ou dans un groupe, dans une ETI, que dans un grand groupe, hein, effectivement. Et la limite du système, c'est effectivement quand on est dans un grand groupe, on a un peu plus de turnover quelquefois, on a des gens qui ont d'autres idées, qui amènent autre chose, et puis on refait autre chose par rapport à ce qui avait été fait avant. C'est le risque. Alors moi, j'ai pas trop connu ça, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas le sentiment d'avoir travaillé dans les mêmes entreprises pendant 30 ans, et pourtant c'est la même. On a surtout gardé les valeurs. Après, il a fallu s'adapter avec la dimension de l'entreprise et les problématiques qui se présentaient. Donc ce qu'on a fait, c'était pas mal empirique. J'ai eu cette chance qu'on me donne carte blanche et d'avoir un manager qui, lui, était une vraie locomotive, qui m'ouvrait les brèches, et moi, mécanicien du système, je m'engouffrais dans les brèches. Donc j'ai pas connu ça. Mais je l'ai connu dans l'industrie automobile où j'ai commencé, qui était l'autre grand groupe. Et oui, effectivement, malheureusement, c'est épuisant, c'est éreintant, et puis c'est démotivant, quoi. Ouais, je confirme. Dans les et il y a quand même, fort heureusement, une multitude de PME et d'entreprises à taille intermédiaire, hein, où
où il y a vraiment quelque chose à faire. Mais ça, il faut que ce soit le dirigeant qui l'incarne, qui soit en binôme avec son DRH et que le DRH soit un vrai business partner. Donc ça aussi, on ne le trouve pas dans toutes les entreprises. Moi, j'ai eu cette chance qu'on me laisse faire et puis que je puisse être un vrai business partner. Business partner à la fois sur le plan social, mais sur le plan économique, avec des vraies mesures, ça va te plaire beaucoup, Florence, avec des vraies mesures sur ce que ça rapportait. Et ça, c'est motivant. Alors c'est motivant pour nous, dirigeants, mais ça l'est aussi pour nos équipes qui voient en miroir ce qui a été fait, quoi. Mais plus facile dans les ETI, dans les ETI et PME, je suis d'accord. Ouais. Grand groupe. Bonjour, donc je suis Romain Ozer. Je suis un jeune travailleur qui travaille avec des jeunes retraités. Donc, alors j'ai effectivement beaucoup de questions à poser. Je vais essayer d'en poser qu'une seule et de façon assez claire, et de réduire notamment le scope aux jeunes retraités, parce qu'effectivement, on affronte effectivement cette diversité d'attentes des jeunes retraités, tout en essayant de remplir un devoir auprès des entreprises qui est de préserver les savoirs critiques. Et là, ça s'adresse plutôt à vous, Monsieur Pavy, effectivement, à l'échelle d'un grand groupe. Est-ce que vous avez réussi à sonder un système qui permet cette collaboration post-retraite, alors sur des points de vue qui peuvent être très légaux et opérationnels, parce que faire revenir un retraité dans son entreprise, c'est pas tout à fait anodin, et répondre aussi à la demande de ces jeunes retraités, qui est parfois d'animer une communauté d'anciens pour les refaire intervenir sous forme de tutorat ou d'enjeux beaucoup plus opérationnels, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Voilà, merci. Alors, merci de me poser la question, parce que je suis un jeune retraité. Et donc, j'ai été moi-même confronté à ce problème-là, mais j'avais pris la précaution de régler a priori, comme je le pouvais, ce sujet-là avant de partir. On a un certain nombre de cadres dirigeants ou de cadres qui occupaient des fonctions. Alors c'est plutôt pour les... Mais pas que, vous allez voir. Et en fait, on a cette possibilité de faire un cumul emploi-retraite. Alors, soit c'est du cumul emploi-retraite, soit c'est la prestation de service à côté. Et donc, le groupe NGE a besoin de plein de forces vives, a besoin de garder son expérience. Et fort de tout ça, il y a un grand nombre de cadres qui continuent à accompagner NGE dans leur spécialité, avec des contrats de prestation de service ou des nouveaux contrats à durée déterminée, voire indéterminée. C'est vrai donc pour les cadres, pour les encadrants, mais c'est vrai aussi pour les techniciens. On peut avoir, par exemple, l'été, c'est une activité qui est extrêmement forte. De juin à septembre, dans le monde du BTP, on a une activité qui est très soutenue. On peut avoir des conducteurs d'engins, on peut avoir des canalisateurs, on peut avoir des chefs de chantier, des conducteurs de travaux qui vont se mettre à disposition du mois de juin jusqu'au mois de septembre, travailler en CDD, travailler en intérim, travailler comme auto-entrepreneur, peu importe, de venir donner un coup de main et puis après repartir faire ce qu'ils ont à faire dans le cadre de leur activité propre, cultiver son jardin ou partir en voyage, et puis revenir l'été prochain. Et ça, en fait, ça marche 1 ou 2 années. Après, on prend beaucoup de plaisir à faire complètement autre chose que de revenir travailler. Et puis, il y a la déconnexion naturelle qui fait que quand on n'est plus dans l'entreprise, au bout d'un moment, on se déconnecte petit à petit. Mais ça, on le fait. On l'encourage. Et ce qui est sympa, c'est que quand quelqu'un part à la retraite, on lui dit pas au revoir, mais on lui dit plutôt à bientôt. Voilà. Et s'il le veut, voilà. Mais c'est vraiment là aussi quelque chose qui est naturel. Alors, je pense que ça trouvera ses limites à un moment, puisque bon, mais voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Oui, bonjour, Denis Bouchard. Moi, je travaille dans un grand groupe industriel que je nommerai pas parce que je ne suis pas porte-parole et je ne voudrais pas le mettre en cause. Mais je suis très frappé par votre discours. Alors peut-être que c'est parce que vous parlez d'une PME ou d'une structure à peu près souple. Moi, cette souplesse, je ne la vois pas tellement, en fait. Quand vous dites on s'ajuste, tout le monde n'a pas envie de partir, ce que vous avez dit tout à l'heure, essayez de rester pour voir. Il y a des entreprises, ce n'est pas si évident que ça. On s'ajuste pour les années sabbatiques ou les gens qui ont envie de faire le tour du monde. Ouais,
Ouais, c'est bien à condition de ne pas avoir envie de faire carrière. Hein. Parce que si on a envie de faire carrière, si on fait le tour du monde, on est grillé, mais grillé irrémédiablement. Les gens qui partent en congé création d'entreprise, quand ils reviennent, ils sont morts. Les gens qui partent en congé parental, quand ils reviennent, ils sont morts. S'ils veulent faire carrière, bien sûr, s'ils veulent rester plan-plan, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas un problème de senior, en fait. C'est un problème de un trou, une cheville. C'est un problème, il faudra que je discute avec notre participant du CNAM, là, j'aimerais bien discuter des compétences. Parce que pour moi, les compétences, c'est comme le dahu. Vous savez, le dahu, c'est cet animal mythique, on en parle beaucoup, mais on ne l'attrape jamais. Voilà. Et donc, les compétences, c'est ça. Moi, je suis frappé de voir, quand on parle à des gens de progression en compétences, ils vous répondent poste. Mais ils ne répondent pas compétences, ils ne comprennent pas. Je parle des RH, hein, je parle des managers. Ils ne savent pas s'exprimer, ils n'ont pas ce vocabulaire de compétences, en fait. Ils n'ont pas les outils de mesure. Par contre, ils savent gérer des postes. Voilà, je vais mettre quelqu'un dans un poste, il va rester 4 ans, et après, je vais le mettre dans un autre poste. Ça va bien. Ouais, le problème, c'est que ça marche. Cette raideur et cette rigueur et cette incapacité à avoir de la souplesse et de l'écoute, elle est du début de la carrière à la fin. Je travaille à titre associatif dans une structure d'insertion. Pourquoi on n'arrive pas à placer les jeunes sans diplôme ? Parce que les entreprises, elles n'en veulent pas. Elles veulent des gens avec des diplômes et qu'on fait tel diplôme, et de préférence un diplôme que je connais parce que je l'ai fait. Donc ce rigorisme du début à la fin de la carrière, il tue complètement l'évolution. Il prend un tour plus fort à partir d'un certain âge, parce qu'au début, on se dit, bon, c'est pas exactement ce que je veux faire, mais il faut quand même que j'avance, et donc on s'écrase, en fait. Et puis, au-delà d'un certain temps, on se dit, bon, de toute façon, je ne serai jamais chef à la place du chef, donc je vais baisser la tête et en faire le moins possible, d'où la fameuse problématique du désengagement. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça me frappe beaucoup, et je terminerai par cette question, c'est, quand on vend des voitures, on se pose la question de qu'est-ce que veulent les gens. Voilà, André Citroën, hein, la 2 chevaux, concevoir un véhicule pour transporter 2 paysans bretons, ou normands, pardon, en sabot, avec un sac de pommes de terre. Voilà. Ça, c'est se mettre à l'écoute de notre clientèle. Est-ce qu'on se met à l'écoute réellement ? À l'écoute, ça veut dire aller jusqu'à s'adapter, parce que André Citroën, il a fait la 2 chevaux avec son cahier des charges. Il n'a pas fait une Tesla. Hein. Donc, la question derrière, c'est de dire, est-ce que vraiment je me mets à l'écoute de mes salariés pour leur proposer des jobs qui correspondent à leurs compétences ? Et moi, je suis frappé de voir que cette réflexion sur l'optimisation des compétences, qu'est-ce que je peux faire avec les gens que j'ai ? Eh bien, je la rencontre assez rarement. Hein. Donc, on essaie plutôt de caser les gens dans les boîtes plutôt que faire bouger la taille des boîtes. Et ça, pour moi, c'est vraiment le vrai défi devant lequel nous sommes. C'est pour ça que j'ai pas voulu travailler dans les grands groupes. Vous avez raison. J'entends ce que vous dites. J'ai connu ça, j'ai vu ça, et mettre les gens dans des cases, mettre les gens dans des boîtes, c'est surtout pas mon truc. Alors moi, je suis plutôt épris de liberté. J'irai même plus loin. Très souvent, dans mon job de DRH, je me dis, mais pourquoi t'écris pas ça ? Mais si t'écris ça, tu peux pas faire mieux. Donc c'est le courage managérial qui doit faire la différence, et c'est lui qui doit être capable de prendre telle ou telle décision dans telle ou telle situation avec le bon sens. Et ça, nous, on l'encourage. Sur la partie écoute, sur la partie proximité, vous savez, on se doit d'être particulièrement attentif. Alors c'est vrai dans le monde du bâtiment et des travaux publics, parce que notre première ressource, c'est les hommes. Et si on les perd, eh ben, on perd la compétence, et on perd les marchés, on perd la performance de l'entreprise, on perd tout. Et donc, nous, on a tellement de difficultés, on s'est tellement tiré la bourre avec les autres grands groupes pour aller capter des ingénieurs qui ont envie de faire autre chose que des finances. Quand ils sortent de très belles écoles, qui veulent bien avoir un peu les pieds dans la boue, les mains dans le cambouis et la tête quelquefois dans les étoiles. Ceux-là, ils nous intéressent, on veut les garder. Donc forcément, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on les paye bien, on les garde près de nous, on les écoute, et on leur demande aussi d'avoir ce comportement avec leurs propres équipes, parce que le chef de chantier aujourd'hui, on ne le trouve pas sur le marché du travail. Le
chef de chantier compétent qui est capable de mener son chantier, quand on l'a chez nous, on le garde, on y est attentif. Alors, on n'est pas forcément meilleur que les autres sur la partie turnover. Nos ouvriers, nos compagnons sont un peu plus volatiles que les encadrants intermédiaires et beaucoup plus que les cadres qui, chez nous, ne bougent pas tellement. Mais on a aussi cette chance, encore une fois, d'être en croissance. Et ça, je pense que je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais c'est une chance extraordinaire quand on est DRH d'être dans une entreprise en croissance, parce que tous les possibles sont permis. On n'attend pas que le chef parte à la retraite pour prendre sa place, mais il y a des créations de postes, et donc pour capter, pour embaucher, pour emmener avec nous les collaborateurs en leur faisant projeter un véritable avenir, s'ils ont envie de faire carrière, tout est possible. Et je pense que, encore une fois, hein, la vraie différence, c'est cette capacité à emmener, embarquer, proposer quelque chose de constructif. Mais la proximité des managers, elle est essentielle. Et encore une fois, hein, la proximité du manager, elle est liée aussi à son propre manager. Donc l'exemplarité qui est la seule chose qui ne se délègue pas. Hein. Donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive à garder nos hommes et nos femmes. Merci. Pour compléter, Bruno, oui, Denis, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je pense que plus grande est l'organisation, plus cette gestion des compétences est complexe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une vraie tendance sur ce sujet-là à remettre la compétence au cœur, pour une raison très simple, c'est que le taux de chômage est faible. Et donc la compétence devient un driver essentiel de ce qui est en train de se passer avec des initiatives autour des SIRH et des choses comme ça. Mais beaucoup plus que ça, des réflexions de managers qui se disent, mais en fait, de quoi j'ai besoin pour réussir ? Et à partir du moment où, comme le disait Bruno, on a une exemplarité au sommet, cette question de quoi j'ai besoin pour réussir et qu'est-ce que je peux offrir à mon collaborateur et quelles sont les compétences transposables et qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce qu'il a, c'est des réflexions que moi j'ai menées dans un certain nombre d'entreprises récemment en tant que consultant pour aider à structurer ce dialogue déjà au niveau managérial avec le collaborateur et avec les RH, parce qu'effectivement on ne l'avait pas nommé, formalisé, mais c'est en train d'advenir parce que la compétence est raréfiée. Et donc, du coup, nécessité fait loi, c'est en train d'arriver. Je ne suis pas sûre que ça soit dans toutes les entreprises dans 5 minutes, mais c'est en train d'émerger et il y a beaucoup de discussions sur expérience et compétences en ce moment. Ça fait partie des dialogues qui sont vraiment au cœur des réflexions des RH. Donc, j'espère, et je suis peut-être un peu optimiste, que ça va finir par bouger. Mais je partage complètement votre avis, Denis, sur la réalité de comment ça se passe aujourd'hui. Mais ça commence par l'école, hein. C'est-à-dire, en Angleterre, vous êtes anthropologue, vous pouvez aller faire un job de RH. Allez prendre un anthropologue pour être RH en France. C'est pas possible. Vous avez fait anthropologie, c'est terminé. Donc, si on n'arrête pas de mettre les gens dans les lignes de nage en prenant peut-être des risques, eh ben, on n'y arrivera pas. Et c'est aux dirigeants et des RH de prendre des risques. Et quand on prend des risques, moi je l'ai fait quelques fois, il faut se battre contre la tutelle. Eh ben, en général, si on a un peu de nez, on n'est pas déçu. Et donc, c'est ces risques et ces exemplarités qui feront que ça changera. Donc, moi, j'y crois. Merci beaucoup. Alors, je vais juste continuer parce qu'on a 3 questions en attente et je vous propose de vous demander un petit effort de mémoire parce qu'on va les prendre à la suite, histoire de respecter le timing. Alors, première question. Bonsoir, Charline Dresson, je travaille chez BNP Paribas. Et d'ailleurs, clin d'œil parce que c'est toi, Florence, qui m'a recrutée il y a 17 ans. Tu es toujours aussi inspirante. Merci pour tous vos partages. Moi, je me demande juste, est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de ce qui est fait sur le volet égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour enfin accélérer et accepter de se dire il faut se fixer des objectifs chiffrés, entre guillemets contraindre, mais en fait contraindre pour fixer un cadre et que les entreprises fassent vraiment bouger les lignes. Si on se fixe un objectif chiffré en termes de part des seniors dans les formations, dans les mobilités, dans les recrutements, et pourquoi pas qu'il y a des lois qui nous incitent à le faire, comme on l'a sur le volet femmes-hommes. Enfin, c'est peut-être ça qui va nous permettre de progresser, pas à la vitesse de l'escargot, mais à une vitesse un peu plus conséquente. Vu l'évolution démographique, vu l'allongement des carrières, les entreprises peuvent plus se permettre de se priver des compétences des seniors. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en est pas encore là et est-ce que vous pensez qu'il faudrait arriver à ça ? Merci. Seconde question.
Donc Isabelle Ollier, je travaille aussi dans un groupe bancaire concurrent. Voilà. Moi, ma question, c'est que la loi a évolué sur le temps de travail, à juste titre, hein, quand on regarde les chiffres, et c'est normal. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est le désalignement avec les entreprises qui n'ont pas pris le pas. C'est-à-dire que vous êtes toujours senior à 45 ans, 55 ans. Et puis j'ai eu la chance de suivre les témoignages dans tes travaux, Florence. Et c'est assez sidérant de voir comment on met dehors des gens qui ont cette compétence, et donc avec un vide financier, puisque derrière, il y a potentiellement où on crée sa boîte. Mais enfin, 58 ans, ce n'est pas le meilleur âge pour créer sa boîte. Et donc voilà comment les entreprises vont prendre le pas pour être en face avec la loi. Merci beaucoup. Et donc, troisième question. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors Louis Bazir, je suis un ancien d'un grand groupe bancaire que Florence connaît bien. Non, ça serait peut-être intéressant là, pour les statisticiens de faire une observation. On parle des jeunes. Les jeunes, ils ont un cerveau, ils ont des yeux, ils ont des oreilles. Et je serais curieux de savoir... Et alors, on dit, bon, on dégage des vieux, enfin je simplifie, on dégage des vieux, ça me permet de recruter les jeunes. Et après, on se dit, ah oui, mais les jeunes sont très volatiles. Est-ce que par hasard, on pourrait mesurer si... Enfin, si on traite bien les seniors, ça va peut-être freiner un peu le turnover des jeunes. Donc ça, je pense que c'est une mesure qui serait très intéressante parce que, voilà, enfin, à la fin, c'est des vases communicants, etc. Bon, ça, c'est ma première observation. La deuxième, c'est que je pense qu'on a des problèmes de syntaxe qui sont très gênants. Alors, quand on me dit « je suis retraité », je dis « je ne suis pas du tout retraité, je passe mon temps à bouger, je fais des tas de trucs, je suis pensionné », comme on dit en Suisse et en Belgique. Et moi, je trouve qu'on devrait... Non, mais je pense qu'on devrait faire attention à ce qu'on dit. Parce que le mot retraite est très lourd. Et quand on dit « vous serez pensionné », je peux vous assurer que ça dédramatise énormément le truc. Même histoire pour les seniors. Dans les grands groupes, je voyais des gens qui disaient « oui, alors on ne sait pas très bien, d'ailleurs, c'est quoi, senior, 45, 50 ans, etc. » J'avais l'impression d'être devant des pots de yaourt en train de discuter sur leur propre date de péremption. Alors, il faut faire... Enfin, je pense qu'il faut faire attention aussi... Enfin, au langage, à ce qu'on dit. Bon, dernier point, et ça, je suis avec le camarade Denis Bouchard, c'est pas massif, mais je suis un fervent, mais alors très fervent partisan des méthodes de mécénat de compétences de fin de carrière. C'est des dispositifs géniaux pour changer de mode de vie active. L'un subit du fait du patron, j'allais dire pour simplifier, et l'autre choisit, qui par ailleurs enrichit le monde associatif qui en a furieusement besoin. Voilà. Merci beaucoup. Il vous reste 4 minutes. Ah ben super. On va essayer de répondre à tout ça. Bon ben je suis ravie de voir tous les gens que je connais bien dans la salle et ça me fait très plaisir de vous saluer au passage. Charline, ça fait 17 ans. Ça prouve que quelque part, les histoires sont longues. Alors pour ta question, je crois qu'il y a un vrai sujet qui est la méthode, ce que j'appellerais la méthode des quotas. C'est qu'aujourd'hui, quand je suis manager et que j'ai un budget d'augmentation et de formation, on me dit il faut que tu féminises, donc il faut mettre des augmentations sur les femmes. Et puis il faut que tu formes les jeunes, parce que tu comprends, il faut qu'on les garde, etc. Donc le paradoxe, et vous le verrez dans le papier qu'on a sorti sur le management intergénérationnel, c'est que le manager de proximité, lui, se trouve avec ce paradoxe-là. Il faut qu'il serve tout le monde et il n'a pas d'argent pour tout le monde. Et donc, quelque part, je pense que les entreprises, elles doivent être très claires. Est-ce que tu veux rajeunir ou est-ce que tu veux garder les vieux? Si tu mets des quotas, il faut en mettre partout. Ou bien, il faudrait peut-être pas en mettre. Et finalement, peut-être qu'il y a des choix à faire. Peut-être que les hommes et les femmes, c'est un sujet important dans telle entreprise. Mais rajeunir ou vieillir, peut-être pas. Peut-être que toutes les générations pourraient travailler harmonieusement ensemble. Donc, à force de mettre des quotas et des indicateurs, on se complique la vie. Et puis, quelque part, on doit donner des objectifs et des intentions. Pourquoi pas, effectivement, avoir un budget spécifique d'augmentation pour les seniors, comme on en a eu pour les femmes, notamment chez BNP Paribas. Il faut être clair sur, quand on annonce quelque chose, il faut mettre les moyens derrière. C'est très sympa de mettre des chiffres, mais s'il n'y a pas les moyens, ça ne se passera absolument jamais. Et ça fait le lien avec la question d'Isabelle derrière, qui est de dire, finalement, quand est-ce qu'on appliquera la loi et qu'on fera les choses? Le problème, c'est que dans nos JEPP, on a tellement structuré les choses que c'est des gros paquebots qui avancent, on n'a pas prévu et on ne sait pas faire. Et si on n'anticipe pas à 40 ou 45 ans, et si on n'a pas des parcours de carrière depuis le début, eh ben à la fin, ça ne va pas marcher. Et malheureusement, comme le paquebot, il est déjà en train d'aller dans le mur, vous avez 57 ans, ça fait juste 10 ans qu'on ne vous a pas formé, ça va être dur de retrouver une place.
Et pourtant, avec la baisse du taux de chômage, ça crée des opportunités. Moi, j'ai vu des expériences de formation de gens dans le marketing, qui est un des secteurs les plus sinistrés, où on les formait à l'intelligence artificielle, gestion des réseaux sociaux. Les gens reprenaient confiance en eux, ils arrivaient à trouver du boulot. S'il y a moins de candidats, ça pourra marcher. Et si on arrive à sortir le senior d'un stéréotype qui est performatif, parce qu'à force de l'entendre, il va finir par le croire. Et comme la société nous remplit de ces stéréotypes, c'est la cata. Donc à la fois, il faut les déconstruire, mais d'un autre côté, à force d'en parler, finalement, on finit par les croire. Donc c'est un peu ce problème qui est qu'à la fois, il faudrait faire et il faudrait arrêter de faire. Et juste un tout petit point sur ton point, Louis, je vais passer plutôt la parole à Bruno là-dessus. Je pense que fondamentalement, le mécénat de compétences, tu as raison, c'est super important. Et c'est des choses qu'on essaye de mettre en avant parce qu'il faut créer un demain. Quand on dit les mots, tu en as cité un certain nombre. Les Espagnols disent jubilación pour la retraite, c'est encore plus fun que la pension, parce que pensionner, ça fait pensionner de guerre, moi je sais pas. Il y a un truc, moi, qui m'insupporte, c'est maintien dans l'emploi. Est-ce que vous avez envie d'être maintenu? Moi, on me maintient la tête hors de l'eau, ça me donne pas envie. Je voudrais que les gens puissent s'épanouir dans leur travail. Donc, chez nous, c'est pas le poids des mots, le choc des photos, c'est le poids des mots, ça fait mal, changeons les mots. Parlons d'expérimentés et pas de seniors, arrêtons le maintien dans l'emploi. Et puis, si on proposait qu'au lieu de la retraite, on parle d'une troisième vie et d'un futur inspirant, je pense qu'on serait mieux lotis. Donc, tu as raison, il faut changer les mots et il nous appartient de changer les mots. Il nous appartient à tous de changer les mots. Et je vois Nicolas qui est dans la salle comme journaliste, il t'appartient aussi de nous aider à changer les mots. Oui, bien sûr, je peux être que d'accord avec vous sur la notion de retraité, parce que ça, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens dans ce cas-là. Pas convaincu par pensionné, parce que je suis comme toi, tout de suite ça résonne à pensionné de guerre ou d'invalidité ou je sais pas quoi, donc c'est peut-être, je sais pas, bon, voilà. Donc oui, mais effectivement, il y a peut-être un autre mot à changer, et puis on arrive à trouver des mots pour donner une autre orientation ou une autre connotation aux choses, donc on doit pouvoir trouver quelque chose. Mécénat de compétences, j'en ai pas parlé, mais oui, effectivement, on est sur une orientation dans des groupes comme NGO. On a effectivement cette action, ce process qui est on est jeune, hein, donc enfin, on est jeune dans nos démarches, donc ça ne peut se faire généralement que dans des grands groupes ou des groupes importants, mais oui, on a lancé l'opération. Et comme vous avez raison, sur le regard des jeunes, dans la manière dont les anciens vont être traités. Mais oui, comment voulez-vous que nos jeunes soient motivés, puissent avoir confiance dans l'entreprise, quand on voit comment on a traité leurs parents, quand on a fait des licenciements économiques, quand on voit comment les entreprises ont jeté des collaborateurs qui leur étaient fidèles, qui étaient investis, qui étaient engagés, ah ouais, forcément, ça ne donne pas confiance. Hein. Et donc, l'image de la manière, ou en tout cas la manière dont on doit traiter les collaborateurs qui ont de l'ancienneté, les seniors, les gens qui partent à la retraite, la manière dont on s'occupe d'eux, elle est super importante parce qu'elle envoie des messages pour le futur aux jeunes qui sont récemment rentrés dans l'entreprise. Merci. Cédric me dit que j'ai 3 minutes, c'est ça le... D'accord. Non, une. C'est Stéphane, en fait. Non, c'est... Ah, donc j'ai 3 minutes. Alors, j'ai la lourde tâche de faire le mot de la fin. Donc, c'est jamais très évident parce que, à la fois, merci pour la richesse de ce qui a été présenté, échangé dans la table ronde, et aussi, du coup, la richesse du débat. C'est-à-dire que là, on a eu des échanges, je trouve, qui complètent et très bien cette première partie de table ronde. En conclusion, moi, en fait, j'ai plutôt envie de faire le lien sur la suite et de ce qu'on va faire dans la continuité de ce travail avec la chaire FIT 2. En fait, il y a beaucoup de choses dont vous avez soulevé les enjeux. En particulier, on a beaucoup parlé de la transmission entre les acteurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on transmet des savoirs techniques? Est-ce qu'on transmet par de la formation? Est-ce qu'on transmet par des formes de tutorat? Un des gros projets qui est pour moi dans la continuité complète du travail sur les enjeux intergénérationnels au travail qui ont été travaillés ces dernières années, ça va être justement d'étudier dans les prochaines années la transmission des savoir-faire situés. Et on a beaucoup parlé ce soir de la façon dont il y a des enjeux de compétences. Il y a des compétences qu'on sait
transmettent en partie en salle, il y a des compétences où elles sont situées. Elles sont liées à des expériences, des contextes de mise en œuvre et ainsi de suite. Et donc, on a beaucoup parlé de l'enjeu de compagnonnage, de l'enjeu de tutorat. Et ben, comment celui-ci va pouvoir être mis en œuvre quand les gens qui vont arriver dans les nouvelles générations vont faire face à des chiffres de départ à la retraite, comme l'a dit, pour exemple, Cédric en entrée. Quand il y a 3 départs en retraite pour une personne recrutée, c'est difficile de penser les logiques qu'on a discutées ce soir de tutorat, d'accompagnement, et donc même les modèles les plus avancés que nous avons discutés ce soir posent des questions en nombre et donc en question de comment ça va être fait. Ça me fait un lien avec d'autres travaux qui vont être très importants pour nous dans les prochaines années. C'est la façon dont certaines technologies sont en train de transformer dès à présent le travail, et en particulier les intelligences artificielles génératives. On regarde la façon dont elles impactent l'activité, la façon dont elles impactent les représentations des gens sur ce que c'est que leur travail. Et pour vous donner un avant-goût, un des travaux qu'on a montre qu'aujourd'hui, un des usages de les IA génératives au travail, c'est de simuler des collègues et de faire porter à l'IA générative les réactions que pourraient avoir des seniors, des gens d'autres métiers, et ainsi de suite. Tout ça, ça pose tout un tas de questions que nous discuterons, j'espère, dans quelques mois, parce que ce n'est pas du tout évident qu'on développe les mêmes compétences, qu'on développe la même compréhension d'un savoir situé en discutant avec une IA générative, et en particulier suivant la façon dont elle est entraînée. Donc tout ça, c'est des questions qu'on va traiter au niveau de la chaire, et que j'espère que nous serons amenés à discuter rapidement ensemble en lien avec ce qu'on a discuté ce soir. Il y a aussi beaucoup de questions en fait, sur des moments de la vie que vous avez discutés. Moi, je fais un lien avec toute une autre série de travaux. C'est aujourd'hui, on nous demande beaucoup, ça veut dire quoi être quelqu'un qui s'engage, mais ça veut dire quoi être un métier qui s'engage. Et entre autres, je fais un lien pour moi avec ces envies d'avoir d'autres formes de carrière, d'autres façons de se réinventer. Et aujourd'hui, on nous pose la question aussi de comment on peut le faire dans des collectifs professionnels. On a lancé une première étude sur c'est quoi avoir des ingénieries engagées, avec d'ailleurs des terrains dans le BTP. Mais en fait, aujourd'hui, c'est tout un champ qu'on aimerait poser sur comment construire ensemble des désirs d'autres carrières, d'autres façons d'engager son métier, sa profession, quelle que soit la génération. Et donc là aussi, c'est des liens pour moi assez forts avec des débats que vous avez eus à l'instant. Je me tais et je vous remercie tous pour ce débat très fructueux.